Débat, analyse, opinion. Le réveil de l'info. C'est Atlantic Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 et j'accueille dans ce studio, ils sont là, ils sont à l'heure, malgré les intempéries, c'est quand même incroyable. Hein, Ismaël Bargache, cofondateur de Wafer et Hicham Hamadi, PDG de Togo. Tu as vu, on fait énormément d'efforts. Incroyable, bah oui. Franchement, voilà. Mais rien que pour le plaisir de te voir. Admiratif, merci beaucoup. Bah, t'as vu. Alors, j'ai dû brûler 3 ou 4 feux, donc tous les PV, c'est toi qui les payes. Vas-y. On va parler de la Cannes tout à l'heure, jour J-10. Hein. La Cannes, c'est dans 10 dodo. Donc, bah oui. Non, pas, parce qu'après, on s'est réveillé et après, on ne dort pas. Ah bah après, donc, il a raison, c'est 10 dodo. Bah oui, c'est les 10 derniers avant la Cannes. Donc, le Maroc vit ses ultimes préparatifs hein, et on va parler de tout, de transport, de route, de sécurité numérique, 5G, cybersécurité, gestion des foules, lutte contre le piratage. C'est le stress test national, cette Cannes. On en parle tout à l'heure. La lutte anticorruption, le Maroc passe en mode offensif, ce sera tout à l'heure après 9h, et puis il y aura les débats express. Mais je voudrais qu'on ouvre, qu'on revienne sur l'actualité, qu'on ouvre les décodeurs aujourd'hui sur l'actualité, ce drame à Fès où 2 immeubles se sont effondrés avec un bilan qui s'est alourdi hier, 22 morts, 16 blessés. Ce qu'on a découvert assez rapidement, c'est que dans ce quartier, Al-Moustakbal, les habitants avaient bénéficié de terrain après avoir quitté les bidonvilles de l'Aazim dans le cadre d'un programme de relogement lancé en 2007. Et après 2007, dit un habitant, chacun a construit à sa guise, affirmant que les normes de construction avaient pu ne pas être respectées, en tout cas pas contrôlées. Le magazine Tel Quel aussi affirmait ce matin que ces constructions n'étaient soumises à aucun contrôle, ce qui a poussé certains bénéficiaires à ne pas respecter le plan d'aménagement autorisé. Voilà. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce drame, évidemment. Hicham. Non, mais c'est déplorable, ce drame, c'est un vrai drame. Dont on parle d'ailleurs, je voulais dire, hein, dans le monde entier. Oh, oui. C'est-à-dire que c'est une information qui a fait, bien sûr. Qui a été citée dans toutes les chaînes info, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Allemagne. J'ai fait un peu le tour. Bah oui, parce que on est sous les projecteurs avec les événements qui arrivent et avec. Bien sûr. Donc tout le monde regarde. Non, la perte d'êtres humains est toujours déplorable et toujours, c'est un vrai drame. Maintenant, c'est au lien avec le deuxième sujet qui arrive, la corruption. Et c'est pas forcément la corruption, on va dire, active dans le sens où on veut simplement enfreindre la loi, mais surtout, on enfreint la loi pour des raisons de simplification et parce que, voilà, on pense que c'est, en faisant comme ça, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace et c'est plus équitable, entre parenthèses, parce que chacun il voit la chose de son prisme et il pense qu'en faisant ça, bah, il obtient son droit. Et c'est son droit de faire ainsi. Et certainement, c'est des défauts de construction, c'est sûr et certain. Oui. Maintenant, il va falloir voir la source. Mais l'idée, c'est pas simplement d'aller faire, on va dire, une quête et une recherche du coupable ou du fameux coupable. Non, parce que maintenant, c'est trop tard. Hein. Il y a eu des victimes c'est trop tard, en plus. voilà, un baptême dans le premier immeuble. Le premier coupable, c'est nous-mêmes. C'est les premiers coupables. Parce que tant qu'on tolère, et tant que nous tous, enfin tout à l'heure je le disais sur le temps de la boutade, j'ai brûlé quelques feux, bah, cet état d'esprit dont j'ai fait preuve doit disparaître, devrait disparaître. Et il va falloir qu'on puisse tous être, on va dire, égaux devant la loi et qu'on puisse respecter les normes et de telle manière à ce que ça puisse pas se produire. Oui, Ismaël Bargache. Moi, quand je réfléchis à ce genre de problème, j'essaie de me placer du point de vue de celui qui a essayé de construire, qui a effectué la construction, donc la personne qui cherchait à construire son petit logement suite à ce qu'on lui ait remis son lopin de terre. Et en fait, en général, quand on est face à ce genre de problème ici au Maroc, l'appréhension qu'on a, c'est celle de la montagne à gravir quand il s'agit de la bureaucratie à devoir franchir pour pouvoir obtenir les autorisations pour construire. Oui. Et donc, on parle de corruption. Et je pense que c'est très pertinent, c'est ce que vient de dire Hicham, mais je pense que c'est extrêmement pertinent. Ce qu'il faut mettre en face de cette corruption, c'est que cette corruption ne serait pas nécessaire si on avait une administration qui nous permettait d'avoir les permis de construire de manière extrêmement transparente, facile, rapide, et que ça ne paraissait pas être aux personnes qui avaient besoin d'obtenir ces autorisations comme étant une mer à franchir
Oui, des personnes qui sont d'autant plus d'ailleurs déplacées de bidonvilles qui existent depuis des dizaines d'années et à qui on va donner des terrains en fait, c'est ça. Donc ils sont pas habitués non plus à ce genre de travaux. Mais justement, habitués ou pas, ça devrait pas être le sujet. Le sujet, ça devrait être que est-ce qu'on fait les choses dans les règles ? Oui, non. Si c'est le cas, il faut pouvoir obtenir. Parce que, en fait, le cœur du problème, c'est vraiment celui-là. L'impression qu'on a quand on veut construire au Maroc, c'est que c'est extrêmement flou, difficile, chronophage. Vous mettez ce que vous voulez dans le champ lexical des quelques termes que je viens de citer. Et donc, on en arrive à devoir corrompre quelqu'un sur la chaîne pour pouvoir les obtenir, et donc par conséquent on fait un peu ce qu'on veut. Non, il a raison, parce que le droit est dérogatoire. C'est que vous devez absolument avoir une autorisation alors que les normes ne sont pas établies. Et donc vous passez, quand vous dites autorisation, ça dit commission, ça dit personne, et ça dit qu'on va regarder des choses spécifiques. Et il faut sortir de ce concept de droit dérogatoire de telle manière à ce que la loi puisse s'appliquer pour tous de la même manière. Et donc c'est le sentiment de ces gens quand ils voulaient construire, c'était de se dire on a un droit, on doit l'acquérir quel que soit le prix. Et donc quel que soit le prix, ils mettent le prix parce que derrière c'est pas une volonté de frauder, c'est une volonté d'obtenir leurs droits, c'est une volonté de construire, c'est une volonté d'avoir un logement. C'est que derrière c'était pas tiens on va frauder, on va faire moins que ce qu'il faut et on va économiser, certainement, et c'est dans l'équation, mais surtout pour obtenir un droit. Et si on dépasse cela, on pourra ne pas avoir ce type de drame. En tout cas, on va dire, puisque 15 ans plus tard, en fait, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais de 2007-2008. Il y a quand même une faille dans la chaîne de responsabilité. C'est-à-dire que, notamment en ce qui concerne, non pas les autorisations, mais la construction, le suivi de la construction, la chaîne de responsabilité, c'est quoi ? C'est les communes, les autorités locales, les services techniques. C'est nous tous, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est tout le monde. Ce problème fait écho dans ma petite cervelle ce matin. Oh, petite cervelle. Aux difficultés qu'on a souvent quand on est une fintech, quant au sujet de sécurité. Quand on a au sujet de sécurité et d'authentification. En général, quand on a affaire à ce sujet, on va vous dire il faut un code PIN qui soit à 6 chiffres dans une sorte de calculette où les chiffres ne sont pas mis dans le bon ordre. Il faut un OTP. Un OTP, c'est le SMS que vous recevez avec un code unique. Il faut. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre une bureaucratie très lourde pour l'expérience d'utilisation, alors que quand vous regardez un Américain qui s'appelle Apple, il a une contrainte de sécurité qui est beaucoup plus forte que la vôtre. Il l'a réglée en mettant un peu de complexité. Vous regardez votre téléphone et votre téléphone se déverrouille. Ou alors au moment où vous voulez faire une transaction, vous regardez votre téléphone et la transaction est parce qu'avec une intelligence artificielle, il a reconnu votre visage. Et en fait, on est exactement dans le même cas de figure. On veut assurer une sécurité, donc on met une bureaucratie très lourde. Et donc cette bureaucratie est trop lourde pour les personnes qui doivent pour tout le monde pour tout le monde, et donc on en arrive à essayer de bypasser les circuits et donc à des catastrophes comme celle-ci. Quel mécanisme on doit mettre en place ? La sécurité tue la sécurité. Oui. Mais quel mécanisme on doit mettre en place ? Parce qu'il faut bien mettre en place quelque chose. C'est-à-dire que il faut de l'excellence humaine. Mais bon. Il faut. C'est encore une fois, je suis désolé d'être redondant à chaque fois que je suis sur votre plateau. C'est ce sujet-là que je traite, mais c'est un sujet RH. C'est pas un sujet. C'est pas autre chose. C'est un sujet RH. Oui, et plus de la transparence, il avait dit en préambule, parce que si la loi s'applique pour tous de la même manière, ça fait qu'on n'aura aucun, on va dire, on ne fera pas recours à la corruption. La transparence étant très très importante. Et la clarté, c'est que si on passe d'un droit dérogatoire à un droit positif, la clarté des choses, c'est que je sais que au bout d'un nombre de semaines, d'un nombre de mois, il faut que je suive ce process et ça va aboutir. Aujourd'hui, personne ne sait. C'est que si vous voulez construire, personne ne connaît le délai. Vous allez, c'est complètement dérogatoire et c'est complètement typiquement. C'est flou. C'est très flou. Ouais, c'est flou. Et ça passe par autorisation et ça change tout le temps. Ouais. Et ça change tout le temps. Donc et en fait, c'est la frustration, c'est que vous avez le sentiment, ou non, c'est pas le sentiment, c'est une réalité. C'est que vous avez un droit que vous souhaitez acquérir, et là, c'est un sentiment que vous avez que vous ne pouvez pas accéder à ce droit. Et c'est là où vous utilisez tous les moyens pour l'avoir.
On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des décodeurs. On va parler de la Cannes. La Cannes, c'est dans 10 doudous. La suite des décodeurs avec Ismaël Bargache, cofondateur de Wafer, et Hicham Hamadi, PDG de Togo. Messieurs, rebonjour. Rebonjour. Ça va ? Vous avez Toujours. bien, vous avez bien très discuté. Bah oui. Discussion très intéressante. On a regardé l'horoscope. Ah, vous avez regardé l'horoscope ? Ah oui. Ah, vous croyez à l'horoscope ? Non, pas du tout. C'est Pas le moins du monde. la meilleure façon de se flinguer la journée, c'est de regarder un horoscope. Attention. Ce qui est sympa chez vous, c'est qu'il y a les journaux qui sont disposés et la page où il y a l'horoscope est très sympa, donc oui. on le Il n'y a regarde. pas que l'horoscope d'ailleurs, il y a aussi une photo sympathique. Je pensais que c'est à ça qu'il faisait allusion quand il disait ça un peu. Moi, j'ai regardé l'horoscope. Oui, bien sûr. Alors, on parle de la Cannes, jour J-10, le grand saut. Comme je le disais tout à l'heure, la Cannes devient une espèce de stress test national, celui de l'organisation, de la coordination, de l'image que le royaume veut projeter au monde. Évidemment, on pense à la Coupe du Monde 2030, mais évidemment, il n'y a pas que les infrastructures, il y a aussi la sécurité, le numérique, la 5G, la cybersécurité, la gestion des foules, la lutte contre le piratage. Ça, c'est important. Ça a commencé. Il y a un colloque là le 16 prochain mardi, parce que le Maroc est pointé du doigt comme étant une espèce de plaque tournante pour l'IPTV et notamment pour l'Europe. Donc tout ça, c'est la Cannes. Hein. Je suis désolé Ismaël, on ne parlera pas beaucoup de foot, mais on pourra en parler tout à l'heure un peu quand même. Non, mais enfin... Non, mais ce qui est rigolo dans l'histoire, c'est que, par exemple, en prenant le piratage et en prenant l'IPTV, on n'est pas producteur d'IPTV, on est simplement distributeur. Oui. Et il est produit où ? Il est produit dans l'Europe de l'Est, il est produit en Chine. Donc, pourquoi on est pointé du doigt ? On est simplement... On est même pas grossiste, on est simple distributeur. Non, on est simplement un point de vente d'une chaîne extraordinaire qui est produite entre la Russie, l'Azerbaïdjan, la Chine, et voilà, donc on est un simple point de vente dans la chaîne. Oui, on est un point de vente du plus gros diffuseur, de ce qui va être le plus gros diffuseur de la Cannes cette année. Non, mais en fait, attaquer l'IPTV, c'est très basique, hein. C'est identifier les serveurs, les arrêter. Oui, bien sûr, mais c'est pas basique du tout, parce qu'ils essayent d'attaquer l'IPTV, mais ils n'y arrivent pas. Parce que c'est huge et parce que... Alors, mais c'est pas ça le... Et parce que ça établit un équilibre. Oui, mais alors, voilà, on peut en parler. Mais bien sûr. On peut en parler de l'équilibre. Bien sûr. On peut en parler de ça, parce que... Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est dommage d'ailleurs, parce que on se dit on peut pas en parler, parce qu'évidemment on parle d'un crime. Non, c'est pas un crime. On parle de quelque chose qui est un délit. Non, c'est un délit. Moi, je les prends comme les Robins du Bois des temps modernes. Et ils nous permettent de voir moins cher quelque chose qui est devenu inaccessible, alors que ce n'est pas normal quand notre équipe joue et qu'on puisse pas voir. Qu'on puisse pas regarder. Le problème, Hicham, c'est que c'est pas inaccessible. Ça n'est pas accessible. À part Being Sport, mais ça n'est pas accessible. C'est-à-dire que, et j'ai envie de dire, et je le dis, et je vais me faire attaquer, heureusement qu'on a le piratage, parce qu'on n'aurait pas accès à énormément de choses. Bien sûr. Et donc voilà. Mais c'est un sujet. Ça veut dire que la FIFA, qui fait partie d'une grosse association, avec Netflix, avec Canal, avec tous les gros diffuseurs mondiaux, est en train de pointer du doigt le Maroc, parce que le Maroc n'est pas producteur d'IPTV, mais est un gros utilisateur d'IPTV. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent au Maroc et qui repartent avec un lien IPTV pour les pays européens. Ils n'ont pas besoin de ça pour... Non, c'est pas vrai. Ils l'achètent de partout dans le monde. C'est sur un site. Bien sûr. Et les premiers producteurs sont européens. Il faut pas se leurrer. Les premiers aujourd'hui qui font d'IPTV, qui le produisent, qui le conçoivent, qui font, qui agrègent cela, sont européens. Vous vous rappelez de Be Out ou pas ? De Be Out, quand il y avait un problème entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Les gars se sont fâchés, ils leur ont dit, vous savez quoi, vous gardez votre be-in, on va faire du be-out. Vous vous rappelez de ça ? Non, je me souviens pas de ça. Il y avait le flux be-in avec un autre logo et personne n'en a parlé. Et là, parce que les autres voulaient simplement leur dire, on est capable de vous pirater et ça sera, et c'était gratuit.
Et c'était gratuit. Donc, non, c'est pas parce que maintenant, chez nous, on va nous imposer ces règles. Le droit... Il n'y a pas que ce sujet-là sur la canne. Non, il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a aussi... Alors, je voulais vous parler de 5G, par exemple, puisque l'actualité, c'est que les opérateurs principaux, c'est-à-dire, je vais dire Maroc Télécom, Orange et Inouï, je peux les citer tous les trois. Chacun couvrira au moins 3 stades. Il y a eu une entente. Alors, les 3 opérateurs, je vais citer l'économiste d'hier, les 3 opérateurs se sont résolus à mutualiser le partage de leurs infrastructures télécom, fibre optique, infrastructures mobiles, réseau, pour optimiser et multiplier les retombées. Nous avons fait en sorte à ce que chaque opérateur couvre 2 stades. Nous avons veillé à travailler ensemble, main dans la main, pour implémenter la meilleure technologie. Voilà, donc il y a entente. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les entrepreneurs ? Moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que, pas sur l'exemple en particulier de la 5G, mais sur l'ensemble de ce qui est en train d'être fait pour que la canne se passe dans les meilleures dispositions, c'est que ce que je trouve être une dynamique à très forte valeur ajoutée, c'est que tous les chantiers qu'on enclenche en vue de la canne sont des actifs qu'on construit et qui vont perdurer après la canne. Oui. C'est ça qui me paraît être important. On cristallise ces efforts qu'on fait autour d'un objectif qui est la canne, autour d'un second objectif qui est la Coupe du Monde en 2030. Et je trouve que c'est une dynamique qui est salvatrice parce que l'ensemble des chantiers qu'on mène à bout avec une deadline en temps, et on sait au Maroc qu'en général on a un problème de tenue des deadlines. Là, on n'a pas le choix parce que la canne, ça va être à un moment précis. En fait, ça permet de cristalliser le travail des gens autour d'un objectif, de construire des choses et de faire qu'en fait tous ces actifs continuent à perdurer après la canne et soient à disposition du citoyen. Oui, c'est un update comme ça. Absolument. Voilà, tout à fait. Et c'est pour cette raison que je trouve que c'est une démarche qui est salvatrice. Beaucoup de gens voient la canne comme étant une grosse dépense. Moi, personnellement, ce que je constate, c'est que c'est davantage du fait de l'investissement que de la dépense. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Non, complètement aligné. C'est pas... Et surtout qu'on doit gagner cette canne. Et on a l'opportunité qu'elle soit. Ça n'a rien à voir, mais je suis d'accord. Non. Surtout, il faut qu'on la gagne. Donc, il faut investir pour que ce trophée puisse être là. Il doit rester. Bien sûr. Et il restera. Tu as raison. Restera, c'est pas. Oui. Restera. Donc, non, c'est une occasion en or qui nous a permis, encore une fois, de démontrer notre capacité de gérer des projets costauds dans des délais, on va dire, démontrer notre capacité d'être efficace, démontrer une capacité de coordination, et c'est une opportunité pour qu'on puisse investir dans des choses qui étaient, on va dire, reléguées au deuxième niveau. Donc c'est très bien. Il y a des sujets qui sont des sujets importants comme la mobilité. Je sais que vous êtes tous les deux surtout Smaïl, très intéressés par ça, par la mobilité. Lors d'un événement comme la Cannes, c'est important d'avoir des moyens de transport, le service public qui propose des bus, pourquoi pas des métros, des trains, etc. Est-ce que là, le boulot a été fait ? On a le TGV entre Rabat et Tanger. Oui. Ça, et franchement, la prestation est incroyable. Je suis absolument impatient d'avoir le TGV entre Casablanca et Marrakech. Ah oui. Ça va nous mettre Marrakech à 50 minutes, vous vous rendez compte ? Oui. À l'intérieur des villes. Mais ça va nous changer la vie sur le confort du transport aussi, sur beaucoup de choses. Oui. En parallèle de ça, il y a le développement des applications de VTC, de véhicules de transport avec chauffeur. Moi, j'appelle mes voeux à ce qu'elles puissent se faire de manière beaucoup plus radicale que ce qu'elle ne se fait aujourd'hui. Et ce que je déplore, c'est qu'on n'a pas eu au Maroc de développement de covoiturage. Je pense que ça aurait été une alternative très pertinente sur des trajets du type Rabat-Casa et que Casa et l'ensemble des petites villes. La question qu'on pose tout le temps, c'est est-ce que les Marocains, est-ce que vous là qui nous écoutez, vous êtes prêts à partager votre voiture par l'intermédiaire d'une appli je pense que la question organisée. Vous savez que ça existe déjà. Les gens sur Facebook le lancent et personne n'aurait jamais cru. C'est une niche. Non, c'est pas une niche. C'est pas une niche. C'est une manière de baisser le prix du transport. C'est pas du tout une niche. Tout le monde. Qui aurait cru qu'on allait échanger nos maisons pour des vacances? Qui aurait cru qu'on allait... C'est vrai. Alors peut-être que le prochain défi au Maroc, c'est ça, c'est le covoiturage, c'est le partage.
de transport. Bien sûr. De toutes les manières, on partage des taxis à 6. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est Oui, absolument c'est vrai. vrai. C'est pas des taxis, c'est des navettes qui vont d'un point A à un point B. Donc là, c'est une manière plus sympa. C'est un peu ça, non? Allez, c'est des taxis. Non, allez, pour être plus cru, c'est des moyens de transport que je ne comprends pas, dans lesquels on entasse des gens et vous faites une file interminable pour aller d'un point A à un point B. Vous êtes à la merci de quelqu'un qui veut vous prendre ou pas. Effectivement, parlons de la filière hôtelière. Il y a eu beaucoup de là aussi de mises à jour. Il y a eu des formules de l'hébergement plus nombreux. Est-ce que c'est pas un risque pour deux choses? D'abord, la montée des prix, l'augmentation des prix, y compris pour les Marocains qui veulent aller faire du tourisme intérieur, et aussi le fait est-ce qu'on va pouvoir respecter l'offre marocaine avec tout ce qu'elle comporte comme storytelling, etc. Ou est-ce qu'on va être obligé de construire des hébergements pour 2030, par exemple, qui sont un peu plus low cost, par exemple, etc., etc. Cette question est très importante parce que l'industrie du tourisme, c'est une industrie de la supply en lits dans lesquels les touristes peuvent dormir. Une autre manière de le dire, c'est que si vous mettez X lits, vous avez Y touristes. Et si vous voulez avoir demain, cette année, on va très certainement finir aux alentours de 20 millions de touristes, qui est un super résultat. Mais demain, on en veut 30, 40, 50, plus. Il faut pouvoir les héberger. Si vous n'avez pas les lits pour les accueillir, vous ne pouvez pas les avoir. Il faut les lits et les avions. Est-ce que les prix vont augmenter pour le touriste local? J'ai presque envie de vous répondre, c'est de bonne guerre. Nous, ce qu'on veut, c'est des touristes qui viennent, qui apportent de la devise, qui apportent de l'activité économique, qui apportent de la consommation, qui exportent dans leur Instagram le pays, qui font la publicité, qui vivent une expérience. Il n'y a pas d'autre chemin que de construire des hôtels. Et puis, si on est dans une configuration où les prix sont trop élevés, c'est qu'il n'y a pas assez de lits. Si le prix n'augmente que parce que la demande est forte. Et par conséquent, ce qu'il faut, c'est la juste question à se poser, c'est combien de lits il faut construire, et par extension, combien d'hôtels il faut réussir à construire pour pouvoir continuer à porter le tourisme. Alors, il y a une question sous-jacente, ce que vous avez dit, la question des prix, parce que, venant du monde des plateformes, il y a des plateformes mondiales qui vont prendre le plus gros du gâteau et ils seront capables d'offrir des packages parce qu'ils ont une capacité de négociation avec les hôtels. Ils ont commencé des packages, et c'est là où vous avez raison, qui risquent d'être moins chers pour les étrangers que pour les Marocains. Oui. Et ça, ce n'est pas normal. Comment c'est possible, ça? C'est possible parce que vous négociez avec un hôtel un allotement extraordinaire et vous vendez une partie des En général, des chambres. Les étrangers, ils achètent, la grande majorité achètent via les bookings. Oui, exactement. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est ce que je dis. On parle de ça. Sans les citer, parce que je voulais pas faire, mais bon, tu as raison de les citer. Booking, et puis après, hôtel.com. Ils vendent au Maroc. Ils vendent partout. En dirham. Oui. Le Marocain peut acheter au même endroit. Oui, mais c'est pas accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que le prix, quand il vous affiche un prix pour un local, j'ai fait le test, alors qu'un prix en euros est différent. Les prix sont complètement différents. Oui, exactement. Et encore, ils mettent des prix moins chers quand ils l'affichent en euros. Ouais. Ça peut. Ça dépend. Oui, ça peut. Effectivement. Mais c'est vrai. Moi, je l'ai expérimenté. Ouais, en changeant de device, vous avez un autre prix. Hein. Je suis surpris. Ouais. Ah non. Bon, écoutez, mais je vous crois. Ouais. Je vous parle de tests réels. Et donc du coup, pour protéger, pas protéger, mais simplement faire en sorte à ce que les Marocains puissent accéder à cette offre de manière plus... D'ailleurs, c'est une expérience qui a été faite en Turquie. Si vous êtes en Turquie, le prix que vous avez, parce que vous ne passez pas par ces plateformes, est toujours moins cher, et au moins de 20 à 25%. Et pourquoi on ne fait pas ça ici? Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Il paraît que c'est difficile techniquement. Oui. Non, alors, attendez. Bien sûr, c'est pas difficile. Il ne nous reste pas beaucoup de temps sur cette thématique. À votre avis, quelles seront les retombées immédiates sur les PME, les commerces, les choses comme ça, de cette canne et cette arrivée massive? On parle d'1 million de personnes, en fait, là, à la fin de l'année. Encore une fois, il faut pas 10 jours. Il faut pas le voir comme les 3 semaines ou le mois pendant lequel on va avoir une énorme demande. Je pense pas que l'afflux de touristes qui va être là pendant la CAN va changer de beaucoup la dynamique touristique qui existe par ailleurs au Maroc. On a des touristes toute l'année. Et si ça avait été la Coupe du Monde, ça serait évidemment différent. Là, c'est la CAN, il va y avoir un peu de monde, mais je pense pas qu'il va y en avoir autant que si ça avait été une Coupe du Monde.
Donc, est-ce que ça va changer les choses? Oui, mais davantage du fait du travail qu'on est en train d'accomplir aujourd'hui. Et c'est ce travail qui créera après la CAN, qui continuera après la CAN de créer les retombées, l'activité économique et les retombées pour les commerçants. Je pense pas que pendant la CAN, on sera pas dans une situation pendant la CAN où on va avoir une surconsommation du fait d'une affluence particulière qui va être 10 fois ce qu'elle a l'habitude d'être. Allez, on se retrouve juste après les infos pour la deuxième partie des décodeurs. Avec les deux décodeurs du jour, Ismaël Bargage, cofondateur de Waffer, et Hicham Hamadi, PDG de Tougou, vous avez pris votre pause fraîcheur pendant les infos, comme vous avez vu pendant la Coupe du Monde 2026. On n'a pas manqué de parler foot. Voilà, etc. Vous n'avez pas manqué de parler foot. C'est pour ça que je voudrais en reparler un peu de cette CAN, parce que vous m'avez fait un peu pitié tout à l'heure sur le canapé là des décodeurs. Vous parlez de foot. Je vois que vous avez envie de parler de foot. Ismaël est un grand footeur. Tout à l'heure, vous nous parlez de la CAN en nous disant il faut parler d'autre chose que du foot. Est-ce qu'on va la gagner, cette CAN? C'est quoi cette question? C'est un no-brainer. Voilà, mais c'est une question un peu racoleuse, c'est vrai. À 9h09. Voilà, mais je pense que les auditeurs sont d'accord avec moi. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, est-ce qu'on va la gagner et pourquoi on va la gagner? La meilleure. C'est une question qu'apprécie particulièrement Ismaël. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement qu'on a la meilleure équipe. Ça, c'est indéniable. Enfin, le classement FIFA qui est pas extrêmement représentatif pour plein de raisons. Mais objectivement, on a la meilleure équipe. On va être dans la configuration où il n'y aura pas de sujet de terrain, il n'y aura pas de sujet de climat, il n'y aura pas de sujet de public. Toutes les conditions sont là. On va avoir un public qui va être derrière l'équipe à 3000%. On va avoir un terrain, celui de Rabat, qui va être nickel chrome, que ça va être un billard. On va avoir des joueurs, on a des joueurs qui sont au top. On a un banc qui est plus fourni que n'importe quelle autre équipe. Tout le rationnel est là. On a la meilleure équipe, c'est ça en fait. On a la meilleure équipe. Bon, alors. On a un entraîneur qui est la meilleure organisation. La meilleure organisation. Le tout, la meilleure 5G, c'est important. Bah bien sûr, mais ça compte pas pour les mais pas la meilleure mobilité, mais c'est pas grave. Il a aucun humour sur le reste. C'est fou. Bon, vous savez pourquoi je vous ai demandé de parler de foot? C'est parce que j'avais perdu mes papiers pour le deuxième sujet. Donc, on va meubler, allez. On va faire du remplissage. On vous dit tout. Alors, on va parler de la lutte anticorruption. Le Maroc passe en mode offensif. Aujourd'hui, le Maroc lance officiellement sa nouvelle feuille de route contre la corruption pour les 5 prochaines années. Là aussi, on se dit qu'on doit arriver à la Coupe du Monde aussi, 2030. Loin des affaires médiatiques ponctuelles, c'est un plan global, ambitieux, structuré. 99 projets, 6 axes stratégiques, des indicateurs, un observatoire, une coordination entre institutions, société civile et secteur privé. C'est énorme. L'objectif est clair, transformer durablement le système de gouvernance, faire de la probité une norme et reconstruire la confiance, celle des citoyens, des investisseurs, des partenaires. Mais pour lutter contre la corruption, est-ce qu'il ne faudrait pas partir de la base, c'est-à-dire de l'enseignement, essayer de dire aux enfants, par exemple, de raconter un peu que la corruption, c'est pas bien? La question m'est posée à moi. Oui, par exemple. Allons-y. Non, mais c'est vrai. Pour que mon propos soit compris, c'est sûr que ça commence comme ça, c'est certain. Mais la vérité, moi, je ne veux plus qu'à chaque fois qu'on a un problème, on le ramène à l'enseignement, on le ramène à l'éducation. À chaque fois. Quand on parle d'emploi, ah non, c'est l'éducation. Quand on parle de chômage, ah non, ça commence ici. Quand on parle de entrepreneuriat, le mindset, il faut que ça commence. Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une réponse évidente. Excusez-moi, tout à l'heure, quand vous me parliez de piratage et des feux que vous aviez grillés pour venir ici à l'heure... Oui. Là, on est purement dans bien sûr, l'éducation. Mais c'est pas bien, quoi. C'est pas bien de faire ça. On est d'accord, mais on ne peut pas croire que tous les problèmes, et on va les résoudre que par ça. Et que le point central soit... Certes, c'est important, mais c'est pas le point central. Pour moi, en tout cas, et d'ailleurs j'en ai fait part dans d'autres émissions, pour moi, il y a un point central qui peut rétablir l'équilibre de tout. C'est la justice. Oui. Pour moi, si on arrive à avoir une justice transparente, saine, en temps et en heure, où il n'y a pas de corruption, ça va rétablir l'équilibre partout.
Là, Partout. Déjà une justice dans laquelle il n'y a pas de corruption, Bien et sûr. en plus une justice qui punit la corruption. Bien après. sûr, bien sûr. Mais surtout, il ne faut pas qu'on revienne en disant justice, pas de corruption, donc on revient à l'enseignement. Non, non, ça se passe dans la justice. Parce que si on a une justice en temps et en heure, comme je disais, transparente, c'est que tout le monde est justiciable. Et que moi, je peux récupérer mon droit par rapport à tout ce que je veux, par rapport à la santé, par rapport à l'éducation, par rapport à tout. Si on rétablit cela, tout le reste va suivre. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va ancrer dans le mindset du citoyen que son droit est protégé, que son droit est sublime, que son droit est le point central de tout et qu'il peut l'acquérir et qu'on a une justice qui est capable de le lui rendre rapidement. Et avec ça, on peut rétablir le reste. Parce que si on veut travailler sur l'éducation et l'enseignement, c'est 2 générations ou 3 générations. Et 2 générations, c'est 75 ans. En 4 ans, ça Voilà. c'est sûr. Alors que la justice, on peut le faire en 4 ans. Ouais. C'était dans la Constitution quand même, ces grandes réformes anti-corruption. La Constitution, c'était en quelle année? 2011. Là, on est en 2025. Donc, c'est un grand plan. Et ça rejoint ce que disait Ismaël tout à l'heure sur les transports, les infrastructures, etc. pour la CAN et la Coupe du Monde. Il faut mettre à jour ce pays. Mais aussi sur la corruption. tout à l'heure, quand vous avez dit que j'ai brûlé les feux rouges et que ça revienne à l'éducation, je suis un mec bien éduqué. Oui. Mais en fait, c'est parce que. C'était pas vrai en plus. C'était purement un personnage. Mais je sais. On fait de la radio, on n'est pas nous. Franck, c'est ça. je te regarde et je comprends parfaitement. Voilà, Maintenant, pour justifier, parce qu'il va falloir que je justifie pour que les gens comprennent, c'est que si on avait un système intelligent de gestion des feux rouges, je n'aurais pas à le faire. Oui. Et sérieux, je suis très sérieux. C'est le train qui est parti, c'est pas toi qui arrive en retard. Non, mais il a raison. Non, le train n'est pas parti. Il a raison. C'est quand vous avez un système. Non, c'est quand vous avez un système qui est géré à l'œil nu d'une personne, parce que le mec de la circulation, il regarde, il se dit bah tiens, je lâche ça et je bloque ici parce qu'il pense que c'est ainsi. Ce n'est pas bon. Et parce que c'est pas systémique, et parce que c'est pas le système. Et donc du coup, on se retrouve bloqué, et je pense que ça vous est déjà arrivé, pendant plus de temps que ce qu'il faut. Et puis après, une fois que c'est débloqué, le prochain c'est la même chose, et le prochain c'est la même chose. Alors, et donc c'est ça le sujet. Il faut éviter de donner un petit billet à la personne qui régule Non, c'est pour faire le lien avec le sujet. Certain. Mais bon. Ça c'est la petite. Je vais monopoliser un peu la parole. Je pense que Smaïl me laissera. J'ai l'impression qu'il me laisse avec beaucoup de. Mon temps de parole avec grand plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir. Après, ça, c'est la petite corruption. Voilà. Ça, c'est la petite corruption. Oui, c'est la petite corruption. Mais le sujet, c'est... Non. Le vrai problème, c'est quand vous êtes obligé de donner un billet pour avoir votre droit. Oui. Ce n'est pas pour bypasser un droit, on est d'accord, c'est clairement quelque chose qui ne doit pas exister. Mais quand vous êtes obligé de le faire pour avoir votre droit... 98% des cas. Bah oui. Voilà. C'est que les gens ne veulent pas frauder. Oui. C'est que les gens le font pour avoir leur droit. Pour avoir le minimum. Et ça, on ne peut le résoudre que par de la transparence, de la digitalisation et surtout, un travail sur la justice. On revient juste après ça. La suite des décodeurs avec un débat très intéressant. On n'a pas beaucoup entendu Ismaël Bargache là-dessus sur l'anticorruption ou la corruption. Il y a une petite aparté qu'on a fait pendant la mini-pause qui me semble être pertinent. Rome ne s'est pas effondré parce que les barbares ont longtemps envahi. Rome s'est effondré parce que la corruption a vaincu la démocratie. Exact. Oui, exact. Et la même chose pour l'Empire ottoman, entre parenthèses. La même chose, je pense, pour la majorité. En général, donc, la fin des empires, c'est ça. Hein, de mon point de vue, ces éléments-là procèdent, comme pour beaucoup d'autres dynamiques, du fait d'une spirale vertueuse ou d'une spirale vicieuse. C'est-à-dire que concrètement, quand vous avez une éducation qui fonctionne, quand vous avez une justice qui fonctionne, vous n'avez pas de corruption. Quand vous n'avez pas de corruption, vous avez plus d'activité économique, des gens qui s'enrichissent et un pays qui finalement se développe. De mon point de vue, quand on parle de ces dynamiques-là, la question qui est extrêmement difficile, la question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre, c'est celle de quel est le maillon par le biais duquel on doit commencer pour impulser cette dynamique. Et vous en parliez il y a encore une minute. Est-ce que c'est la justice qui doit garantir la corruption ou est-ce qu'il ne faut pas de corruption pour qu'on puisse avoir une justice? C'est qui? C'est la poule ou l'œuf? Oui. Par où on doit commencer? Oui. En tout cas, ce qui est sûr, et ce que Hicham vous dira, ce que je vous dirai moi aussi, c'est que quand en général,
on a un problème de la poule et de l'œuf. Quand c'est dans le cadre de ride-hailing, ce qu'il faut, c'est faire les deux en même temps. Exact. Et par conséquent, je pense que c'est une excellente chose que de se dire qu'il faut, et d'une part, attaquer la corruption, et d'une seconde part, d'attaquer le système d'éducation, d'une troisième part, la justice, etc., etc. Il faut être sur l'intégralité des fronts. Et mea maxima culpa, j'en reviens à mon sujet fétiche, favori, vous l'appelez comme vous voulez. L'être humain. Pour résoudre ces sujets-là, c'est pas des sujets de process ou des sujets de volonté, c'est des sujets d'humain, c'est des sujets de RH, c'est de mettre les justes personnes aux justes positions. Et en général, quand vous arrivez à faire ça, c'est là où un tour de magie s'opère. Et vous avez C'est-à-dire que ces bonnes personnes, on doit les mettre où? À quel poste, en fait? le poste de responsabilité. Oui, mais lesquels Ça dépend de quel poste, ça dépend de quelle responsabilité vous parlez. Bien sûr, on parle de corruption, donc la corruption, elle est partout. Quand on parle dans l'État, les postes de l'État. Pardon. Je sais pas, les Wally, tout ce que. Voilà. Pardon. Et quand on parle de personnes, c'est pas possible de parler des personnes sans parler de leur environnement. C'est-à-dire que ce qui est très important de dire, c'est que oui, il faut aller chercher des personnes qui sont extrêmement pertinentes pour une position, mais surtout, ce qu'il faut, c'est leur permettre de prendre le risque nécessaire pour qu'ils puissent s'exprimer. Je vais prendre un exemple concret qui m'apparaît. Je l'ai vécu il y a quelques jours. Je suis un fanatique absolu de Formule 1. Et il y avait Laurent Mekies, qui est le patron de l'écurie Red Bull, qui prenait la parole sur une chaîne française. Et on lui a posé une question et la réponse qu'il a donnée m'a paru être édifiante et pleine de vérité. Il a répondu à une question assez technique en disant « Moi, mon travail, c'est pas de régler cette question. Moi, mon travail, c'est uniquement de mettre l'environnement pour que les excellentes personnes qu'on a à l'intérieur de Red Bull puissent s'exprimer. Parce que quand elles sentent que les choses se passent mal, elles arrêtent de prendre du risque. Et dès qu'elles arrêtent de prendre du risque, un bon on le voit sur le circuit, immédiatement on perd du temps. Oui. C'est exactement la même chose. Il faut qu'on crée l'environnement pour que les gens n'aient pas peur de prendre du risque pour s'exprimer. À partir de ce moment-là, l'intelligence de chacun s'exprime plutôt que d'être dans une configuration où les gens compensent, optimisent pour qu'il y ait le minimum de risque pour leur carrière, pour leur salaire. Ça c'est valable, j'ai envie de vous dire. Là, on parle de corruption, c'est valable pour le système de santé, la gouvernance du système de santé. Oui, mais la macro-réponse à votre question, c'est celle-ci. Oui, c'est ça. C'est valable pour le système d'enseignement, la réforme de l'enseignement scolaire, c'est valable pour tout, en fait. C'est absolument valable pour tout. En fait, c'est comme le détachant universel, la solution de... En organisation, vous direz, c'est une fonction transverse. Ok, d'accord, mais encore faut-il trouver les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Trouver les bonnes personnes au bon endroit, c'est pas ça qu'il faut. C'est mettre en place les dynamiques qui permettent d'amener les bonnes personnes aux bons endroits. Si vous êtes dans une boîte de conseil en stratégie qui a pignon sur rue, ouais. Le junior qui rentre et qui a 23 ans, oui. Il sait qu'il est soumis à une règle, c'est up or out. Ou vous progressez dans la hiérarchie ou vous en allez. Tant et si bien que son but à l'intérieur de l'entreprise, ça va être de devenir partenaire et de gagner 500 000 dirhams par mois de salaire. C'est ça son but. Et c'est cette dynamique qu'il faut réussir à recréer dans les endroits qu'on veut faire progresser. C'est très rare. J'adore. Mais oui. J'adore. Tu vois, c'est... En fait, je suis pas sûr que l'État est capable de payer 500 000 J'adore. Tu vois, s'il y avait des posts comme ça sur LinkedIn, peut-être que je reviendrais. Moi aussi. Oui, je peux mettre à jour ma manière de vous moquer gentiment de moi. Non, pas du tout. 9h22. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors j'ai deux sujets aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle. On commence par quoi? Par l'Ukraine ou par les voitures? Les voitures. Les voitures. Alors ça tombe bien parce que c'est un sujet, je n'ai pas pu le caser. Ça fait 3 jours que je l'ai et on n'a pas le temps, etc. Et c'est dommage. C'est il y a une voiture à gagner. L'UE va-t-elle assouplir l'interdiction de vendre des voitures neuves à moteur essence ou diesel à partir de 2035? La pression monte sur Bruxelles pour amender cette mesure environnementale majeure, vu la crise aiguë que traverse l'industrie automobile en Europe. En fait, il y a 6 pays, à la tête desquels l'Allemagne, qui font un lobbying de folie en ce moment à l'Union européenne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'espère qu'ils ne le feront pas. J'espère qu'ils ne le feront pas parce que l'intérêt du Maroc serait qu'ils ne le fassent pas. Pourquoi? Alors oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que
notre intérêt au Maroc, c'est le développement de la voiture électrique. Oui, c'est ça. Notre intérêt, c'est de moins importer de carburant. De ne pas rester sur ce savoir-faire de voiture thermique, mais de upgrader vers l'électrique. C'est vrai. Si on a un décollage des voitures électriques, on va avoir un décollage de l'environnement de la voiture électrique qui est la borne de recharge. Oui. C'est ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est le maillon manquant. Et c'est une opportunité extrêmement forte pour aller dans le sens du rééquilibrage de notre balance commerciale. Oui. Hicham. Complètement. Oui. En fait, c'est nous obliger à changer de technologie. Voilà. Mais c'est mieux dit. Non, c'est simplement, j'ai traduit ce que tu as dit. Non, c'est ça, en fait, toute la phrase, c'est il faut nous obliger à changer de technologie. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est que on est capable du meilleur quand on est obligé de le faire. Ouais. Dans ce pays, quand on est obligé, quand on est serré par le temps, quand on n'a plus le choix, on fait le meilleur. Oui. Quand on a le temps, on fait rien. Quand on est tenu de prendre du risque. Ouais, parce qu'on est obligé. Quand on n'est pas obligé, on prend notre temps et on fait rien, et ça prend, puis après on fait rien. Mais excusez-moi, en plus cette démarche de l'Allemagne, elle est totalement stupide parce que c'est... Non, elle n'est pas stupide. Non, globalement, c'est laisser un boulevard sur les voitures électriques aux Chinois, quoi. Oui, parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'ils sont pas prêts. Mais s'ils ne sont pas prêts, ils ont intérêt à se dépêcher. Mais ils sont à se dépêcher. Probablement. C'est le fondement de leur. Mais bien sûr, on est d'accord. Mais probablement, ils ne sont pas prêts. Ils se sont dit, à cet horizon, on ne sera pas prêts. Et les Chinois nous ont de toutes les manières dépassés et ils utilisent ces moyens. Pas plus tard que le chancelier d'hier allait taper sur l'Allemagne en disant sur la Chine en disant qu'ils ont dumpé, à coût de dizaines de milliards de dollars sur les dernières années leur production nationale de voitures électriques. Et c'est de bonne guerre. Bien sûr, c'est de bonne guerre. Maintenant, c'est la marche du monde actuel. Ils ont dumpé pour développer, pour continuer à développer. Non, il n'y a pas de dumping. Les gars sont capables de mettre des voitures avec des garanties à 1 million de kilomètres parce qu'aujourd'hui, il y a moins de pièces, parce qu'ils sont les seuls à maîtriser cette techno et parce qu'ils ont une économie d'échelle extraordinaire. Et y compris rester dans la gamme de prix, en fait, pour moins cher. toutes les cibles. Moins cher. Oui, mais bien sûr. Vraiment moins cher. Qualité-prix qui est imbattable, exceptionnel. Alors, donc dumper, non, j'y crois pas. On a le temps, on n'a pas le temps, on a combien de... On a le temps, bon d'accord. L'Ukraine, vous savez que les élections, maintenant il est question d'élections présidentielles en Ukraine. Ok. C'est moins intéressant que les voitures. Non, mais c'est moins intéressant. Mais Zelensky, Trump ne serait pas... Trump se présente ? Non, mais Zelensky, s'il se présentait, serait en mauvaise posture. Il ne serait pas le candidat préféré des Ukrainiens. C'est Valéry Zaloujny qui est favori. Alors, est-ce que ça changerait la donne ? Je dois vous faire une confidence. J'en ai absolument aucune idée. Ah oui, c'est ça, ouais, d'accord. Ça changerait clairement la donne pour une raison basique. C'est que Poutine avait dit il y a longtemps, et c'est un gars qui ne change pas ses propos, il avait dit « Je suis prêt à faire la paix, mais pas avec ce gars-là », clairement. Et il a signifié qu'il n'était pas, on va dire qu'il n'est plus le président légitime de 1. De 2, Trump ne veut plus de ce gars, en plus, parce que voilà, il va contre son intérêt, parce qu'il a proposé plusieurs feuilles de route de paix et il résiste. Et donc du coup, ça serait le salut de l'Ukraine, parce que s'il y a un changement, les positions vont s'assouplir. Et la Russie serait capable de céder un certain nombre de choses pour le prochain, il n'y a pas de problème. Et il y aura la paix. Donc oui, ça serait bien. Ce serait une façon aussi de bloquer les relations entre Zelensky et les Européens aussi. Il n'y a pas de relation. Non, il n'y en a pas. C'est à l'heure. Et puis honnêtement, pour lui, ce serait une porte de sortie plus qu'honorable. Ben oui, il a donné quand même. Il serait celui qui a réussi à ne pas permettre aux Russes d'entrer. Et donc ça sera quelqu'un d'autre qui signera les accords de paix. Oui, certainement. Et il ira faire des conférences, il gagnera un peu d'argent et il voyagera partout dans le monde. Mais il pourra s'habiller autrement, surtout. Absolument. Voilà, il pourra aller à la chasse. Non, je pense qu'il redeviendra acteur. Enfin, je pense qu'il a fait il était plus acteur que. Peut-être faire une nouvelle saison de son dernier show où il était président de l'Ukraine. C'est possible. Pourquoi pas. C'est possible. Pourquoi pas. Donc non, ça serait le salut. Franchement. Parce qu'on a envie de se détendre après cette émission. En fait, c'est pour ça. Voilà, non, franchement, ça serait la solution pour qu'il y ait la paix et la paix pour tout le monde, la paix pour l'Europe aussi. Et ça serait aussi la solution pour que les Français arrêtent de gesticuler autour de la Russie à nos portes. C'est bon ?
Bah écoutez, merci beaucoup Hicham Hamadi, Ismaël Bargache. Merci, c'est un plaisir. Très bonne émission. On va commenter les matchs. Franchement, si vous voulez, oui, on peut monter ça. On peut bien sûr, on fera le parallèle avec la techno. Qu'on est chez vous, c'est pour parler des résultats de l'équipe du Maroc. Des résultats de l'équipe du Maroc, évidemment, pour faire vos commentateurs de foot. C'est parfait. Merci beaucoup. 9h28 à suivre. Karim Droné pour les infos.